Donc, après avoir vu justement les évolutions techniques, on va voir ensemble le procédé et le processus de production d'un rapport annuel au sein des équipes de reporting. Dans un premier temps, au sein des équipes de reporting, on va s'assurer auprès des sociétés de gestion d'avoir le dernier prospectus avant la date d'arrêté. Donc c'est souvent J-2 ou 3 semaines avant cette date-là. Cela nous permet de mettre à jour justement nos référentiels sur lesquels sont plugués nos différents outils, nos outils de reporting, nos outils de suivi. Donc une fois qu'on a l'ensemble de ces informations à jour dans nos outils, on va pouvoir établir, avant la date d'arrêté, toujours pareil, 2 semaines, 3 semaines, établir le périmètre de production. Donc le périmètre de production, l'ensemble des fonds à devoir produire, et il va être échangé avec le commissaire aux comptes pour s'assurer d'avoir le bon scope de fonds à produire et eux, de leur côté, à auditer. Donc il va y avoir des échanges, et une fois que tout le monde est d'accord, que le périmètre est validé, il va être diffusé à l'ensemble des acteurs qui vont être concernés par la période de production, que ce soit pour les commissaires aux comptes, certains clients, sociétés de gestion, ou aussi les équipes comptables. Dans ce périmètre qui va être validé, il va y avoir l'information de la mise à disposition de la livraison du rapport, sachant qu'il faut savoir qu'on a bien des délais réglementaires à respecter, qui sont de 8 semaines, pour pouvoir produire et livrer les rapports. En amont de cela, 2 semaines, 3 semaines avant la date d'arrêté comptable, on va, en tant qu'équipe de reporting, on va solliciter justement les sociétés de gestion pour récupérer tout ce qui va être partie rédactionnelle, la partie texte, les orientations, la politique de gestion, déontologie, les performances. On informe le client assez tôt pour justement qu'il puisse s'organiser de son côté pour récupérer l'ensemble des informations, comme on sait que des fois ils vont les chercher dans d'autres services. Donc voilà, l'idée c'est de les prévenir avant. Donc chez nous, je sais qu'on leur demande de nous restituer les informations sous un délai de 20 jours après la date d'arrêté, pour ensuite permettre, qui est le rôle justement des équipes de reporting, de consolider l'ensemble des informations. Donc une fois que la VL est validée lors de la date d'arrêté par les sociétés de gestion, l'ensemble des données comptables redescendent dans les outils de reporting et permettent aux équipes de reporting de pouvoir consolider l'ensemble des informations, que ce soit données comptables et données textes, pour envoyer ensuite un rapport global vers les commissaires aux comptes. Donc il se peut que des fois que les rapports soient envoyés avec seulement la partie comptes annuels, en attendant de recevoir les parties textes de nos clients, pour avoir différents envois de draft. Les commissaires aux comptes, eux, de leur côté, vont aussi nous faire des retours, justement, après l'envoi de ces rapports complétés, sur des justificatifs à leur donner. Alors, ça peut être soit, ils vont se diriger soit vers les équipes comptables, soit vers les équipes de reporting, ou sinon, soit vers les clients, pour justifier des performances, justifier des données qui devraient être corrigées dans les rapports produits. Donc, il y aura toujours des échanges entre commissaires aux comptes et équipes de reporting. Le but étant que la certification apostée sur les rapports tombe avant la fin des délais réglementaires. Une fois que les rapports sont certifiés, ils vont être mis à disposition de nos clients via les plateformes mises à disposition. Et il faut savoir que le process qui est présenté actuellement sera identique avec l'application de ce nouveau règlement. Et on s'aperçoit qu'il va y avoir beaucoup plus d'informations comptables à faire retranscrire dans le rapport, ainsi que des informations rédactionnelles, donc qui vont être beaucoup plus nombreuses, sachant qu'on va avoir la même période. Donc il va falloir en amont, et c'est les points qu'on va voir juste après là, les impacts que ça va générer auprès des sociétés de gestion et aussi côté valorisateur. Donc je vais laisser Laureline continuer avec les impacts en amont de l'implémentation. Merci Romain. Je vais me rapprocher du micro. Oui, donc comme Romain l'expliquait, jusqu'à maintenant, en fait, on avait déjà des interactions avec les sociétés de gestion, mais notre objectif aujourd'hui, c'est de vraiment vous alerter sur le développement et le renforcement de ces relations au niveau de la construction du rapport annuel. Donc,
bien en amont de l'implémentation de ce nouveau plan comptable, il est vraiment important de s'interroger sur les impacts au sein des sociétés de gestion de ces changements comptables. C'est vrai que à première vue, on aurait tendance à se dire que ce sont essentiellement des schémas comptables qui sont revus, des plans de compte qui sont modifiés, mais ça peut avoir beaucoup d'impact sur les sociétés de gestion et c'est vraiment important de s'interroger bien en amont car ça va représenter finalement un projet à part entière et donc comme tout projet, il faut appréhender, se poser toutes les bonnes questions, prendre le temps d'échanger et éventuellement, et certainement d'ailleurs, effectuer des développements. Donc ce sont vraiment toutes ces questions qu'il va falloir se poser et se demander qui consomme les données de la comptabilité. On peut se dire qu'il n'y a que les rapports annuels, mais en fait, au sein de différentes sociétés de gestion, il peut y avoir également d'autres équipes, d'autres services qui vont utiliser les données issues de la comptabilité. Peut-être les équipes de finance pour les aspects frais de gestion, peut-être d'autres équipes de reporting à des vues de reporting pour les clients et certainement encore d'autres équipes qui ne nous viennent pas forcément en tête de prime abord. Donc c'est vraiment important de se poser ces questions, de savoir qui consomme les données comptables et si justement la modification des schémas comptables et la modification des façons de comptabiliser, on prenait tout à l'heure comme exemple notamment Yves vous exposez les comptes qui maintenant, les frais qui maintenant étaient comptabilisés en compte de capitaux, en compte de classe 1 et plus en frais. C'est vraiment important de se poser toutes ces questions, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Et donc c'est vraiment important de voir comment ça va se formaliser. Donc ça c'est une première chose. Ensuite évidemment il y a la question des flux qui se posent. Comment est-ce qu'on va récupérer ces informations nous, sociétés de gestion, mais aussi comment on va donner l'information aux valorisateurs dont ils ont besoin. On rentrera un peu plus dans le détail juste après. Et pour tout ça, est-ce que des développements d'outils sont nécessaires? C'est-à-dire, est-ce que, évidemment, on a tous intérêt à un maximum automatiser ces flux d'informations? Donc, est-ce que ça va nécessiter des développements? Et on est tous bien au courant que lorsqu'il y a des développements nécessaires, ça prend du temps et qu'il faut bien les anticiper. Donc comme je vous le disais, au niveau des rapports annuels, là j'étais plus focalisée sur les schémas comptables. Maintenant, si je me focalise un petit peu plus sur les rapports annuels, comme le disait Romain juste avant, on va avoir beaucoup plus d'informations qui vont émaner des sociétés de gestion. On avait jusqu'à maintenant peut-être 2-3 informations qui venaient des sociétés de gestion. Maintenant, on en a beaucoup plus. Donc, il va falloir s'interroger sur les processus à mettre en place. Est-ce que ça va transiter Romain prenait l'exemple de valorisateurs où on a des équipes reporting qui sont dédiées pour les rapports annuels. Peut-être que dans d'autres sociétés de gestion, ça va être les équipes comptables qui vont être aussi en charge des rapports annuels. Donc tout ça, il faut bien le définir et bien l'avoir en tête en amont. Mais aussi côté société de gestion, est-ce que c'est des informations qui vont émaner d'une seule équipe? Est-ce que la gestion va donner par exemple des informations sur les tableaux d'exposition? Est-ce que le risque va en donner d'autres? Est-ce que les équipes en charge de la validation des valeurs liquidatives vont également en donner d'autres, ou est-ce que c'est une seule et même équipe qui va coordonner tout ça? C'est important de se poser la question avant, et encore une fois, toujours avec cet aspect développement des outils. Est-ce que ces informations vont transiter vers des plateformes, à travers des plateformes? Est-ce que ce sera d'autres outils? Tout ça, il faut vraiment se poser la question avant. Donc là, je faisais un petit focus côté société de gestion, mais évidemment, le même genre de questions va se poser côté valorisateur. Donc effectivement, côté valorisateur, il faut bien identifier les ressources nécessaires pour la mise en place de ce projet, à savoir soit faire appel à des équipes projets qui sont déjà en interne au sein du valorisateur, ou passer par des prestataires externes pour mettre en place le projet. Les outils vont être impactés, vont demander à ce qu'ils soient évolués. Et il va falloir, pour certains, faire appel, justement, si on passe par un prestataire extérieur ou un éditeur d'outils, mettre en place justement des plans d'action pour modifier et faire évoluer l'outil pour la nouvelle intégration des données. Concernant l'après-implémentation, quelle gouvernance les contrôles à appliquer?
On sait qu'en BAU, il va y avoir déjà des contrôles de cohérence qui vont être mis en place, des contrôles comptables, des contrôles de qualité sur la partie production des rapports. Pour la partie gouvernance, on a déjà en place des gouvernances hebdomadaires avec les commissaires aux comptes, avec les clients pour suivre l'avancée des certifications des rapports. Donc ça, c'est pour la partie production, côté valorisateur, et dans lesquels sont impliqués justement les sociétés de gestion et les commissaires aux comptes. Après, peut-être que tu as un point à rajouter sur cette partie-là. Tout à fait. C'était juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la gouvernance. Donc Romain vous a bien détaillé toute la mise en place en amont des clôtures pour déterminer le périmètre des fonds qui sont concernés. Et c'est aussi à ce moment-là que la société de gestion fournit des informations, enfin jusqu'à maintenant, qui étaient sur les sommes distribuables et qui étaient au niveau de la couverture et de l'exposition, dans leur bilan qui a disparu à présent. Mais du coup, maintenant, il faudra mettre à jour cette gouvernance de façon à compléter avec toutes les nouvelles informations qu'il faudra transmettre aux valorisateurs. Et évidemment, côté contrôle, il y aura des contrôles côté valorisateur, comme vous l'expliquez Romain, mais il y aura évidemment des contrôles ou en tout cas une supervision de la gouvernance à faire du côté de la société de gestion, puisque, comme toujours, la société de gestion reste responsable à la fois de la qualité de la valeur liquidative, hein, quand on parle vraiment juste de l'aspect schéma comptable, mais aussi au niveau du rapport annuel, est garant et responsable de l'émission des rapports annuels. Donc, même si elle externalise une partie de la prestation au sein de son valorisateur, elle reste responsable des informations qui y figurent. Donc c'est évidemment important qu'elle s'interroge et qu'elle s'assure de la qualité des informations qui y figurent. Donc concernant les informations... Donc oui, tout à fait. Sur la nouvelle relation à définir entre le valorisateur et la société de gestion, on en a parlé un petit peu précédemment. Je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail de l'impact qu'il va y avoir au sein du rapport annuel. Donc aujourd'hui, vous le savez, on avait uniquement la notion de couverture au sein du tableau de hors bilan et l'affectation des sommes distribuables au niveau des tableaux qui donc concernaient et le résultat et les plus ou moins values réalisées. Demain, on va conserver cette notion d'affectation des sommes distribuables. Donc ça, il faudra toujours que la société de gestion donne cette information aux valorisateurs. Mais la notion de couverture telle qu'on la connaissait aujourd'hui va être modifiée et maintenant va vraiment être beaucoup plus complet et avoir des tableaux d'exposition où là aussi, il faudra donner l'information aux valorisateurs. Donc, là-dessus, j'allais dire, c'est comme à aujourd'hui, on avait, je pense, différentes approches au sein des sociétés de gestion. On avait les sociétés de gestion qui donnaient l'information à chaque clôture pour expliquer au sein de chaque fonds si ils décidaient que ce soit, quelle position était de la couverture, quelle position était de l'exposition. Je sais qu'il y a également d'autres schémas où on était plutôt sur un automatisme, où c'était défini en amont avec le valorisateur. Voilà, si c'est une position, selon si on est une position positive, négative, c'était à placer systématiquement en exposition ou en couverture. Donc là encore, ce sont des questions qu'il faudra se poser en amont, avec toujours, j'insiste, sur l'aspect responsabilité de la société de gestion, des informations qui vont figurer dans les rapports annuels. Et enfin, plusieurs tableaux qui vont se rajouter. Donc tout à l'heure, c'est ce qu'on expliquait, c'est ce que Philippe vous présentait. L'exposition indirecte pour les OPC de multigestion, là aussi, comme on va rentrer beaucoup plus dans le détail, ce sera aussi à la société de gestion de s'assurer que le valorisateur dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment en termes de référentiel valeur, de façon à pouvoir donner toutes les informations qui sont nécessaires dans ce tableau-là. Et enfin, l'exposition directe au marché de crédit, ça c'est une information qui est vraiment nouvelle au sein des annexes et qui sera bien important de transmettre aux valorisateurs pour qu'ils puissent là aussi indiquer toutes les informations qui sont nécessaires. Et le dernier point, comme l'a évoqué Philippe, pour les fonds à compartiment, on n'aura plus de consolidation à présenter au commissaire aux comptes. Chacun des compartiments sera certifié indépendamment. Benjamin, si tu me confirmes que ça se représentera de cette façon-là. Est-ce que prévoit la réglementation comptable ? Micro.
Oui, c'est en tout cas ce que prévoit la réglementation comptable. Hein. Philippe et moi l'avons rappelé. Oui, exactement. Suppression de cette information agrégée qui, de vous à moi, n'était pas vraiment très pertinente pour les investisseurs, puisque les investisseurs investissaient dans les compartiments et n'avaient que faire finalement d'une information agrégée et consolidée au niveau de l'ensemble des compartiments. Effectivement. Donc du coup, avec le nouveau plan, la nouvelle réglementation, on va se retrouver à devoir faire des reportings déjà existants, mais des reportings que vous aviez auparavant n'existeront plus. Du coup on n'aura plus l'obligation de les faire. Après, on pourra toujours voir, discuter si vous estimez toujours vouloir ce type de présentation. Voilà, ça amènera des discussions entre valorisateurs et sociétés de gestion pour la mise en place de reporting bien spécifiques qui ne seront pas forcément prévus par la nouvelle réglementation. Et ce qui amène justement sur le dernier slide, qui dit nouveau guide, dit aussi nouvelle relation commerciale à définir entre société de gestion et valorisateurs. Donc vous serez amené dans les prochains mois, voire dans l'année, à être contacté justement par nos services commerciaux pour pouvoir définir cette nouvelle relation. Concernant les différents points d'attention qu'on a listés avec Laureline, moi je voulais évoquer aussi la présentation de la maquette pour le premier exercice. Il faut savoir que, on va en parler tout à l'heure, la présentation peut être différente en fonction des valorisateurs sur ce qui va être la partie N-1, à savoir qu'on va reprendre les maquettes réalisées auparavant sur l'année passée et qui va venir en annexe du nouveau rapport. Donc il peut qu'il y ait des divergences entre les différents acteurs. Peut-être veux-tu évoquer le timing et l'anticipation sur la gestion de projet? Tout à fait. Donc sur le timing, l'anticipation, la gestion de projet, je pense qu'on en a pas mal parlé au niveau des slides précédentes, mais vraiment ça nous semble être le point d'attention principal. Donc c'est vraiment quelque chose si vous n'avez pas commencé à travailler sur ce sujet, qu'on vous incite à faire au plus vite. Ensuite, il y avait la problématique d'accès à certaines données et d'éventuelles licences provider. Ça, c'était pour vous alerter sur justement, une fois que vous allez définir cette gouvernance et comment le valorisateur va obtenir l'information, évidemment, peut se poser cette problématique-là. On est éventuellement sur des partages de rating et puisqu'il y aura différents tableau d'exposition à présenter. L'information peut provenir de providers externes. Donc évidemment, on vous incite aussi à regarder, à vous assurer que vos contrats le permettent et qu'il faut éventuellement rediscuter avec vos providers si nécessaire, en tout cas selon l'approche que vous aurez décidé de retenir. Le troisième point, Romain vient de l'aborder, donc je vais le passer rapidement sur la maquette, mais quand même peut-être juste une information. Aspect société de gestion, ça va être évidemment sur les questions que ça pourra générer. Donc c'est ce qu'on indique un petit peu plus loin aussi par rapport au N-1, mais par rapport à la présentation en général. Ça va peut-être générer des questions chez les clients. Donc là aussi, c'est important d'en discuter avec les équipes qui sont en charge du service client, de leur expliquer pourquoi est-ce que le rapport annuel ne permettra pas une comparaison avec l'exercice N-1 suite à cette nouvelle présentation. Et donc, souvent, je fais le parallèle avec déjà ce qui s'était passé en 2013 lorsqu'il a été possible de distribuer les plus ou moins values réalisées. Ça avait généré des questions auprès de nos clients. Donc, c'est important que les services clients soient aussi informés de façon à ce qu'ils puissent bien répondre à toutes les éventuelles questions que se poseraient les clients pour expliquer pourquoi est-ce que c'est pas forcément possible de faire le parallèle entre deux tableaux, parce qu'on a notamment un compte de résultats qui va avoir une présentation différente, une évolution de l'actif net qui ne s'appelle plus comme ça et qui est présenté différemment. Alors certes, qu'il y aura plein d'avantages de pouvoir faire le parallèle avec les fonds étrangers, et ça c'est une vraie avancée pour nos clients, mais qui la première année pourra un peu perturber le client parce qu'il ne pourra pas comparer au sein de son propre fonds l'évolution entre N-1 et N. Donc, comme le disait Romain, l'information sera disponible puisqu'on y joindra le rapport annuel N-1 en annexe, mais l'information, voilà, on n'aura plus cette colonne N-1 et N qui sera directement accessible. Donc ce sera important que nos services clients puissent faire le relais auprès de nos clients.
Ensuite, la règle par défaut ou fourniture de l'information systématique par la société de gestion, je l'évoquais juste préalablement, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vraiment, voilà, j'attire votre attention sur le fait de bien définir avec votre ou vos valorisateurs s'il est nécessaire que vous leur donniez l'information à chaque trimestre ou si vous leur donnez une règle par défaut en amont avec la fragilité que ça peut avoir. Donc c'est vrai que les informations, enfin, la question qu'on va tous se poser, c'est le juste équilibre entre une information de qualité et une information pertinente et la nécessité le plus possible d'industrialiser la production des rapports annuels. On sait que c'est le difficile équilibre qui est compliqué à trouver ici. Donc vraiment, l'anticipation permettra de se poser toutes ces questions au préalable. J'attire votre attention sur la date de bascule parce que finalement, on n'en a pas encore trop parlé, mais nous, en tout cas, quand on a préparé ce guide et en amont encore ce nouveau plan comptable, c'est une question qu'on s'est posée et qu'il faudra bien sûr discuter avec vos providers. Évidemment, la plupart ont déjà discuté de tout ça avec nous et faisaient partie du groupe de travail, donc ils sont déjà tout ça bien en tête, mais il n'empêche que ce serait important d'en discuter. Il ne faut pas croire que cette bascule concernera uniquement les valorisateurs, mais évidemment les sociétés de gestion seront concernées. Donc c'est vraiment important au sein des valorisateurs et au sein des sociétés de gestion de se préparer à cette bascule qui du coup pourra aussi et aura des impacts importants puisqu'il faudra faire retourner pas mal de choses. Donc évidemment il faudra l'anticiper et il faudra peut-être aussi prévoir de travailler le week-end à ce moment-là, puisque je vous invite à regarder le calendrier de 2023 pour regarder comment ça se présente. Mais évidemment il faudra s'assurer à la fois dans le même week-end de la bonne bascule avec tous les schémas comptables tels qu'ils vont être modifiés, mais aussi du coup au niveau de la clôture et donc de tous les traitements de clôture qu'on a l'habitude de traiter. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Donc évidemment, il faudra bien anticiper une certaine vigilance de nos providers, des valorisateurs et des sociétés de gestion qui évidemment elles vont intervenir sur la validation des valeurs liquidatives par la suite et voilà, donc c'est vraiment important que tout le monde anticipe bien cette bascule puisque ce sera important évidemment de discuter. Évidemment ce sont des questions qu'on s'est posées. Est-ce qu'on passe par l'autre portefeuille ou est-ce qu'on passe tout d'un coup? Ça c'est vraiment quelque chose qui sera très impactant, donc vraiment pensez bien à anticiper ce point dans les discussions. Et enfin, le dernier point, je pense que Romain a déjà largement appuyé sur ce sujet-là, mais évidemment sur la discussion qu'on aura, nous, sociétés de gestion, avec les valorisateurs pour savoir comment est-ce qu'on va mettre en place toute cette nouvelle relation. C'est vraiment très important d'avoir cette discussion tous ensemble. Je confirme. Donc, on arrive sur le dernier point que nous souhaitions vous présenter sur la relation à définir entre le valorisateur et la société de gestion. Et je vais laisser place à mes camarades pour la conclusion et évidemment les questions si vous en avez.